Je vous propose qu'on démarre, puisque nous avons déjà un petit peu dépassé le timing, et qu'on accueille pour cette première table ronde alors Claire B de la DGESCO, qui est chef de bureau de la santé et de l'action sociale à la DGESCO, à la direction générale de l'enseignement scolaire, qui nous rejoint en visioconférence. Bonjour, vous nous entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement, merci. On va accueillir également Thomas Auvergnon. Je vous laisse venir. Merci, coordinateur d'équipe prévention maladies chroniques au pôle prévention et promotion de la santé de l'ARS Normandie. Et puis Mireille Carpentier, directrice régionale Addiction France en Normandie. Je vous laisse t'installer voilà, au centre. Merci pour votre présence. L'objectif de cette première table ronde, c'est qu'on puisse un petit peu voir ensemble l'importance de la synergie des acteurs autour du programme GBG, autour de l'implantation de ce programme, avec les stratégies nationales qui sont mises en place au niveau des différents acteurs, mais aussi au niveau régional et au niveau territorial. Et puis qu'est-ce qui nous amène finalement et qui permet, quels sont les leviers qui permettent d'implanter le programme GBG au niveau des territoires. Madame B, je vous laisse démarrer. Et puis ensuite, voilà, on poursuivra avec les autres intervenants et les échanges. Et on finira par 10 minutes de questions du public, voilà, que les intervenants puissent y répondre. Merci, bonjour à toutes et tous et bonjour également à Madame la directrice générale. Je vous remercie sincèrement de m'avoir invitée à ce séminaire et puis je voulais commencer par vous dire aussi que j'étais vraiment désolée voilà, de ne pas pouvoir être présente parmi vous ce matin, c'est ce qui était prévu. Toutes mes excuses, donc j'aurais bien aimé évidemment être présente parmi vous, ça aurait été beaucoup plus agréable. Malheureusement, l'actualité ne me permet pas de me déplacer jusqu'à vous, mais voilà, j'avais vraiment à cœur d'être présente avec vous, même à distance, sur ce temps fort, avec un objectif commun que vous avez rappelé, Madame la directrice générale, qui est le développement des compétences psychosociales et la nécessité d'un passage à l'échelle sur ce développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Donc, il y a une première question que j'aimerais, voilà, sur laquelle j'aimerais revenir avec vous, c'est la question de la promotion de la santé à l'école, parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est bien le rôle de l'école de promouvoir la santé? Et puis, surtout aussi, de quelle santé parle-t-on? Donc, sur cette question de la santé à l'école, on va bien partir de l'acception du terme santé qui est celui porté par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir un état complet de bien-être physique, psychique et moral. Et donc, on ne parle pas de l'absence de la définition biomédicale de la santé, c'est-à-dire l'absence de maladie, mais c'est bien cette question du bien-être global. Donc, j'aime bien pour ma part parler d'école promotrice de santé et de bien-être. Et donc, comme on parle de cette acception globale et de cette histoire du bien-être, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas uniquement la mission des personnels de santé de l'éducation nationale, mais c'est bien la mission de tous les personnels de l'éducation nationale et au-delà de toute la communauté éducative. Donc, je vous propose un petit schéma pour pouvoir asseoir mon propos. Qui essaie d'éclairer le fait que l'école est un déterminant de santé. Les enfants passent 40% de leur temps d'éveil à l'école. Et donc l'école va pouvoir agir sur plusieurs plans qui sont représentés sur ce schéma, en cercle concentrique. Donc on va partir à la fois des caractéristiques individuelles, et parmi les caractéristiques individuelles, on retrouve bien sûr les habitudes de vie et les comportements au quotidien. Et donc l'école va s'attacher à agir sur ce sujet, à développer des comportements favorables à la santé et à amener les enfants à comprendre et à prendre conscience de leur santé et de leur pouvoir d'agir, notamment sur leur santé. Le deuxième cercle en rouge, même si ça ne doit pas être forcément très lisible, mais c'était pour vous montrer l'idée d'emboîtement de ces différents déterminants, concerne les milieux de vie. Et bien entendu, puisque je vous disais que les enfants passent 40% de leur temps d'éveil chez nous, évidemment, l'école est un milieu de vie sur lequel
on peut agir. Et puis, le cercle suivant concerne les systèmes, dont le système éducatif. Et là, ça va être l'idée de pouvoir agir sur l'environnement dans lequel nos élèves évoluent. Donc la France, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a un très bon système de soins. La crise Covid, malheureusement, nous a permis d'en tester vraiment la solidité. Mais là où nous avons des progrès à faire, c'est vraiment en matière de prévention et de lutte contre les inégalités de santé. Et moi, il y a un chiffre que j'aime bien mettre en avant parce qu'il me semble particulièrement éclairant. C'est la différence d'espérance de vie entre les Français les plus modestes et les Français les plus aisés, qui est de 13 ans pour les hommes et 8 ans chez les femmes. Donc la bonne santé, c'est aussi une question de justice sociale. Et évidemment, si ça passe par un égal accès aux soins, et là l'école n'est pas concernée, ça passe aussi beaucoup par l'information, les bonnes pratiques et la capacité, encore une fois, à développer des habitudes favorables à la santé. Et c'est là où nous, école, on a vraiment notre rôle à jouer en matière d'éducation. Il y a de nombreuses études, et je parlerai tout à l'heure, je détaillerai plus précisément une des études en question, qui montre le lien entre bonne santé et réussite scolaire. Ça veut dire qu'un élève en bonne santé, statistiquement, hein, aura de meilleurs résultats à l'école, et il sera ensuite, plus tard, un adulte en meilleure santé. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, et c'est important de pouvoir agir tôt sur cette question-là. Et cette relation entre la santé et l'éducation, ça forme la base du système de l'école promotrice de santé qui a été créée par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 80. Et il s'agit, avec l'école promotrice de santé, de promouvoir la santé dans les écoles avec une approche qui porte sur l'ensemble de l'environnement scolaire. Donc concrètement, comment ça s'est développé chez nous? La première mention officielle, on va dire, hein, se trouve dans le plan national de santé publique de 2018, où il était demandé aux établissements scolaires de développer des programmes de promotion de la santé. Et il y en avait un qui était cité, qui était le programme expérimental ABMA, Allez bien pour mieux apprendre, que vous connaissez peut-être et qui a été développé dans l'Académie de Lyon depuis 2016. Donc suite à ça, le ministère de l'Éducation nationale, dès 2020, a lancé officiellement la démarche école promotrice de santé et porte cette démarche au niveau des établissements scolaires. Donc un petit zoom pour, comme je le disais tout à l'heure, sur une étude qui permet de montrer le lien entre bien-être à l'école et réussite scolaire. C'est le programme PISA que vous connaissez sûrement, le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Donc c'est un programme, un volume qui est paru en 2018. C'est la première fois qu'il y a un volume de PISA qui est consacré au bien-être des élèves. Le bien-être dans ce rapport renvoie aux qualités psychologiques, cognitives, sociales et physiques dont les élèves ont besoin pour vivre une vie heureuse et épanouissante, avec un accent qui était mis sur l'épanouissement et la qualité de vie des élèves de 15 ans, et sur la capacité des systèmes éducatifs à développer leurs compétences sociales et affectives, et pas uniquement, et c'est là qu'il y a un changement, par rapport à notre culture, j'ai envie de dire, traditionnelle, et pas seulement les compétences scolaires et académiques. Donc ce volume, il s'appuie sur un ensemble d'indicateurs du bien-être des adolescents. Il présente à la fois des indicateurs négatifs comme l'anxiété ou la faible performance, et puis des indicateurs positifs comme l'intérêt, l'engagement, la motivation à l'idée de réussir, par exemple. Donc il est examiné, ce bien-être, dans 4 grands domaines de leur vie: les résultats scolaires, les relations avec leurs pairs et leurs professeurs, leur vie de famille et les activités en dehors de l'école. Donc dans l'ensemble, ce que montre cette étude PISA, ce que ça révèle, c'est que la plupart des élèves de 15 ans sont relativement satisfaits de leur vie et qu'ils expriment une envie de réussir. Mais toutefois, ce qui est pointé de manière massive, c'est l'anxiété liée au travail scolaire qui touche plus d'un élève sur 2 en moyenne dans les pays de l'OCDE. Et puis, sont aussi pointées les situations de harcèlement plus ou moins fréquentes. Donc ces 2 éléments, pression scolaire et harcèlement,
sont présentés comme étant à la fois source de stress, de moindre bien-être et de moindre performance scolaire. Et donc, cette étude met bien en évidence le lien entre bien-être et réussite scolaire. Vous savez que depuis la rentrée 2022 et la circulaire de rentrée 2022, le bien-être a été élevé au rang de priorité ministérielle, ce qui est vraiment inédit au sein de l'éducation nationale, au même niveau, parce qu'il y avait 3 priorités, que les savoirs fondamentaux. Et puis, sur la question spécifique du harcèlement, mais ce n'est pas l'objet spécifique d'aujourd'hui, mais c'est important pour moi quand même de citer le plan interministériel de lutte contre le harcèlement qui est porté par notre ministre évidemment, mais également au niveau de la Première ministre et par l'ensemble des ministres, avec une entrée nouvelle par rapport à ce qui était fait avant, où on était beaucoup sur le repérage et la prise en charge et éventuellement les sanctions quand c'était nécessaire des élèves concernés. Il y a cette fois une entrée par la prévention qui est davantage mise en avant, et notamment avec le développement de l'empathie. Vous avez dû en entendre parler parce qu'évidemment, c'est assez nouveau et ça fait beaucoup parler. Mais en tout cas, avec l'idée de développer des séances d'empathie, j'y reviendrai aussi rapidement, mais il y a une centaine d'écoles qui vont devoir expérimenter ces séances d'empathie à partir de la rentrée de janvier là, de 2024, et ça doit être généralisé pour la rentrée de septembre 2024. Donc, je voulais revenir également sur cette démarche école promotrice de santé et sur le changement de paradigme qui s'opère et qu'elle véhicule. Jusqu'ici, on était surtout, en tout cas avant 2020, on était sur globalement des démarches d'éducation à la santé. Et il n'est pas question d'abandonner les démarches d'éducation à la santé, mais on va avoir une évolution de la manière dont on va l'envisager. Et on va passer, on va dire, à l'étape supérieure. Quand on développait uniquement des démarches d'éducation à la santé, des séances d'éducation à la santé, pardon, il s'agit de développer des connaissances ou des aptitudes, de former, d'informer les élèves sur cette thématique de leur santé. C'était souvent réalisé sous la forme de séances ponctuelles, en général sans lien entre elles, et qui étaient basées sur les mauvaises pratiques, comme la consommation du tabac, comme le fait de ne pas avoir une alimentation équilibrée. Donc, on était sur des injonctions, en fait, par rapport à des entrées négatives. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Avec une forme d'empilement de ces séances qui étaient portées très souvent, et je les en remercie d'ailleurs, par les personnels de santé d'éducation nationale, comme par exemple les infirmières qui sont les plus présentes au sein des établissements, pas mal aussi par les professeurs de SVT, mais finalement, voilà, on était un peu sur un effet millefeuille et un empilement de ces actions, donc avec une efficacité qui évidemment était moindre, et un objectif qui était uniquement de modifier des comportements individuels de manière ponctuelle. La démarche d'école promotrice de santé que nous portons, je disais, c'est un changement de paradigme dans le sens où c'est une démarche globale, holistique, intégrative, qui se situe au niveau du pilotage de l'établissement. Ça veut dire que le chef d'établissement, le directeur d'école, quand ils vont devoir prendre des décisions sur le quotidien d'établissement et sur le pilotage de l'établissement, ils vont devoir apprendre à penser santé au sens de bien-être dans toutes leurs décisions. C'est-à-dire, quand je construis un emploi du temps, quand je réfléchis sur l'aménagement de la cour, quand je réfléchis à la manière dont je vais communiquer à l'interne, à l'externe, quand je réfléchis à la manière dont je vais travailler avec mes partenaires, etc. Je me pose toujours la question, c'est un réflexe à acquérir, c'est difficile, c'est un changement de posture, sur l'impact sur le bien-être des élèves et des personnels. Donc cette démarche globale, comme je le disais, qui donc n'est plus uniquement l'affaire des personnels de santé, mais concerne bien tout l'ensemble de la communauté éducative. Elle se fait aussi avec une entrée positive, c'est-à-dire que plutôt que de, encore une fois, partir des mauvaises pratiques, ça va être une promotion des bonnes pratiques. Donc, on va plutôt promouvoir, par exemple, une activité physique régulière, on va promouvoir, par exemple, une alimentation équilibrée, etc. Et cette entrée positive par la promotion des bonnes pratiques, son levier principal, c'est bien évidemment le développement des compétences
psychosociales. Je me permets, avec Madame B, pour objectif d'agir me sur les permets- déterminants de santé et sur les inégalités de santé. Merci pour ces éléments et je me permets de faire le lien avec les CPS et un petit peu de voir comment effectivement tout ce que vous évoquez là, ça peut s'impliquer et se mettre en place sur les territoires. Je vois l'heure qui passe aussi, c'est pour ça que je me permets aussi d'avancer un petit peu et de faire le lien avec le développement des CPS et vous l'expliquez sur le Vadémécum qui porte cette nouvelle approche autour de la santé, une approche positive avec le développement des compétences psychosociales. Monsieur Auvergnat, je me permets de vous passer la parole. Pour effectivement voir de quelle manière vous portez au niveau de l'ARS le déploiement territorial aussi de ces compétences psychosociales. Madame B, je vous laisserai rebondir effectivement sur des éléments au niveau national qui sont en synergie avec le déploiement territorial. C'est facile. Peut-être pour revenir sur le titre de la table ronde qui était des stratégies nationales à l'implantation territoriale, peut-être dire que c'est plus un aller-retour entre territoire et national. On a aujourd'hui des stratégies effectivement qui sont formalisées au niveau des ministères sur le déploiement des compétences psychosociales en général et de programmes en particulier. On a eu une première impulsion qui date de 2018-2019. Je crois que la candidature d'Addiction France sur GBG, c'est 2018. Et c'est grâce à la candidature d'Addiction France, alors Normandie notamment, qu'on a pu notamment investir les programmes probants qui portaient sur le développement des compétences psychosociales. Historiquement, on a cette première porte d'entrée, les compétences psychosociales, on en parlait je pense depuis 10 ou 15 ans, sans forcément savoir ce qu'on mettait exactement derrière, avec chacun sa propre sauce. L'apparition des programmes probants nous permet de concrétiser les choses, de savoir de quoi on parle quand on parle de compétences psychosociales et en quoi le fait de soutenir des actions spécifiques apporte une plus-value et apporte une différence par rapport à ce que les acteurs faisaient et font d'ailleurs encore aujourd'hui. Je pense que c'est important de rappeler que moi j'ai des enfants, ils ont bénéficié en maternelle, en primaire, d'enseignants et d'équipes éducatives qui développaient les compétences psychosociales des enfants sans s'être inscrits dans un programme spécifique. Toutes les actions normalement des services de prévention et de promotion de la santé sont inévitablement tournées vers le développement des compétences des acteurs, donc le développement des compétences psychosociales des acteurs. Donc le fait de pouvoir prétendre soutenir des actions particulières, c'est grâce à la formalisation des programmes probants. Maintenant, les programmes probants, je pense qu'il faut d'abord indiquer que, en fait, il y a le risque de revenir sur les erreurs qu'on a pu faire par le passé. C'est-à-dire la reprise de la chasse avec les bons et les mauvais chasseurs. Il y a aussi la bonne et la mauvaise manière de faire la prévention. La mauvaise, c'est on sait ce qu'il faut faire et on va leur dire. Et la bonne, avec les programmes probants, c'est on sait ce qu'il faut faire et on va le dire aux acteurs. Il y a ce risque-là de revenir sur des positions hautes, sur des positions descendantes, où qu'on soit de l'ARS ou de n'importe quel ministère, on peut apparaître comme, écoutez, on a la solution, on a l'outil magique, c'est pas normal que vous ne le fassiez pas, et donc on vient vous voir avec une approche un peu haute et descendante. On a essayé en Normandie de le travailler, je l'espère, un peu à l'inverse. C'est-à-dire que même avant 2018, la Normandie, avec les acteurs de la prévention des addictions, mais pas seulement, avec Promotion Santé Normandie aussi, surtout d'ailleurs, un investissement sur cette question, c'est quoi les données probantes ? Comment est-ce qu'on se forme ? Comment est-ce qu'on apprend à travailler ensemble pour que les données probantes ne soient pas simplement des données qui soient descendantes, mais aussi des modalités d'action qui étaient éprouvées, voire inventées par le terrain, et qui remontent pour qu'on ait des systèmes d'aller-retour et que ça ait du sens pour les acteurs de terrain. Ça va vraiment être ma réponse à la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à apporter aux acteurs de terrain des outils, du sens et des choses qui soient appropriables et pas seulement une formule magique, parce que c'est inévitablement un peu la solution de facilité.
Voilà. Après, je peux rester 2 heures là-dessus, mais voilà. Merci en tout cas pour effectivement ces points de vigilance et l'importance de combiner les savoirs scientifiques et aussi les savoirs expérientiels des professionnels et des enfants finalement dans la créativité au quotidien. Mireille, effectivement, et on le voit sur le territoire GBG depuis 2018, a été aussi l'occasion d'implanter ces programmes. Et qu'est-ce qui vous a amené en Normandie, à Addiction France en Normandie, à déployer GBG ? Alors, je vais essayer de rebondir par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Peut-être rappeler pourquoi Addiction France s'est impliquée dans ce type d'action. En fait, j'ai une vision un peu historique de l'association, par ancienneté déjà, mais pas que, et peut-être de la réflexion qui nous a menés au cours des dernières années autour de tout ce qui pouvait se travailler dans le champ de la prévention. En tant qu'acteur en addictologie, on avait à se poser la question de comment mieux travailler cette question, sachant qu'on a un partenariat historique et très rapproché avec l'éducation nationale, par l'agrément éducation nationale, mais aussi par pratique depuis de nombreuses années, avec des personnes que l'on connaît bien, avec qui on a réfléchi à essayer de développer des actions qui soient adaptées à ce qu'elles rencontraient. En fait, en tant qu'association, on était souvent sollicité en tant qu'acteurs pompiers pour venir travailler à partir de situations émotionnelles qui préoccupaient l'ensemble des établissements et pour lesquels on nous demandait de développer des actions qui n'étaient pas véritablement des actions de prévention, mais plutôt de l'accompagnement pour essayer de résoudre les difficultés rencontrées. Alors ça, c'était plutôt dans les établissements type collège et lycée. Parfois, on nous demandait d'intervenir dans d'autres espaces, mais voilà, c'était globalement cela, ou répondre aux obligations aussi, pardon. Il y avait cette dimension pompier et aussi la dimension ce serait bien qu'un intervenant vienne. Voilà, c'était ça un peu la demande. Alors c'est ce que vous décriviez un peu sur des interventions ponctuelles, millefeuilles. Effectivement, on a beaucoup vécu cela et c'était très compliqué. Très compliqué, ça l'a été pendant longtemps, de mobiliser les communautés éducatives pour dire la place qu'elles avaient à jouer dans tout ce qu'on pouvait développer dans le champ de la prévention. Et pour nous, le travail visait à transformer cette demande, qui était quand même intéressante, en qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble dans le long terme. Alors, il y a eu des outils qui ont été développés dans l'accompagnement, puisque c'était quand même important. Aussi des outils de réduction des risques pour des jeunes qui étaient dans des consommations. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui pouvait être travaillé en intervention précoce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'est rendu compte assez rapidement que le plus intéressant, c'était vraiment de travailler sur la structuration des jeunes pour leur éviter d'être très intéressés par la consommation de substances ou par des comportements délétères, puisque c'est ça notre champ d'activité. En fait, la difficulté, et on le sait bien, c'est qu'à l'adolescence, tous les jeunes vont rencontrer les produits. Tous. Qui ici n'a pas expérimenté le fait de fumer une cigarette, qui n'a pas consommé un verre d'alcool. Bien évidemment, il y a des gens qui n'ont jamais rien expérimenté, mais dans la plupart des cas, les jeunes vont expérimenter. Et l'expérimentation, ce n'est pas grave, si ce n'est qu'elle peut laisser trace, et elle peut laisser trace de façon intense. Et c'est les publics qu'on rencontre, bien évidemment, dans nos centres, les XAPA, les centres d'accompagnement de prévention en addictologie. En fait, l'idée, c'était donc de réfléchir en amont ce qui pouvait être construit. Et là, bien évidemment, on a eu envie de travailler avec les établissements scolaires et de les accompagner dans la prise en compte de cette dimension structurante pour que les produits soient moins intéressants au moment de la rencontre. J'espère que je suis claire quand je vous dis les choses comme ça. L'un des outils, et effectivement, on l'a travaillé en partenariat sur la région. Il y a eu quand même beaucoup de groupes de travail qui ont permis de travailler sur des pistes validées, ce qu'on appelle les programmes probants, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément signifiant pour tout le public ici aujourd'hui. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire, eh bien voilà, on va pouvoir expérimenter. Là, moi, je rends hommage à l'ARS. Monsieur Auvergnat est présent aujourd'hui. On a été vraiment soutenu dans le cadre d'un appel à projet qui nous a permis de développer pendant 5 ans l'expérimentation GBG. Et c'est aujourd'hui une belle date, puisque toute l'équipe de prévention est là. Et en fait, c'est quand même une dimension qui a nécessité une grande implication. Vous aurez le loisir tout au long de la journée de découvrir mieux ce qu'est le programme. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que des financements stables de mon poste de direction, c'est une dimension extrêmement importante pour pouvoir pérenniser les équipes.
c'est vraiment très important. On en a déjà échangé. On a vécu des périodes où en prévention, les professionnels venaient un an, se former sur quelques dimensions, partaient, voilà, parce que finalement, on ne leur proposait pas de choses véritablement intéressantes. Alors, je ne dis pas que GBG ou les programmes probants sont la solution unique, bien évidemment. Souvenez-vous, je disais, des interventions à toutes les étapes de la vie restent importantes. Pour autant, les interventions précoces comme celle-là ont montré tout leur intérêt. Et ce qui est intéressant notamment, c'est qu'elles s'inscrivent dans la pédagogie au quotidien des enseignants. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire des séances de manière artificielle dans cette espèce de continuum qui est l'école, mais bien travailler au plus proche des enseignants pour développer avec eux des comportements adaptés. Voilà ce que je dirais. Merci Pas Mireille. trop longtemps. Merci. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'effectivement, tu fais ressortir tous ces leviers de mise en place des programmes probants et notamment de GBG. Si on devait effectivement refaire un tour de ces leviers et de ce soutien finalement au niveau national, Madame Bay ou Monsieur Auvergnat au niveau régional avec votre présentation de l'ARS aujourd'hui, quels sont les éléments que vous amèneriez pour ces leviers ou ce soutien au déploiement des programmes probants au niveau de l'éducation nationale et aussi au niveau de l'Agence régionale de santé? Madame Bay, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Je vais essayer d'être plus concise que le début de mon propos. Nous, on prend appui évidemment sur la stratégie interministérielle que vous connaissez, hein, développement des compétences psychosociales d'août 2022. Je ne reviens pas sur les objectifs de cette stratégie et vous aurez le support, mais en tout cas, l'intérêt, nous, j'en avais parlé rapidement tout à l'heure, hein, de ce développement des CPS à l'école, c'était tout ce que vous voyez retrouvé sur cette diapositive. Donc je passe également pour en arriver concrètement à ce que nous on essaie de mettre en place pour le soutien que vous évoquez. Nous travaillons en lien avec la JEP20, hein, la direction de la jeunesse, d'éducation populaire et de la vie associative, et la direction des sports, parce que nous avons une feuille de route commune qui devrait paraître sous peu, hein, qui est en cours de finalisation. Nous, notre soutien, d'abord, on l'ancre dans l'école promotrice de santé. C'est pour ça que mon introduction, peut-être un peu longue, visait à bien poser le cadre de cette démarche-là. On prend appui sur des instances comme le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, qui réunit l'ensemble des membres de la communauté éducative élargie aux partenaires sur ces thématiques-là, donc qui peut être un vrai point d'appui. Cette instance existe au niveau établissement, au niveau départemental, au niveau académique, donc je pense que vous y avez toute votre place. Nous avons créé des délégations académiques spécialisées sur les CPS qui peuvent être des relais et qui s'occupent du pilotage de la mise en œuvre de la stratégie au niveau des territoires. Évidemment, nous développons des formations. Nous avons déjà eu un premier séminaire l'année dernière, hein, où GBG était bien représenté. Nous travaillons avec un groupe d'inspecteurs d'académie préfigurateurs sur la mise en place des COTER, les fameux comités territoriaux qui s'occupent vraiment du déploiement de la stratégie, cette fois au niveau départemental, pardon, et sur tous les secteurs et avec tous les acteurs. Donc la place des programmes probants est évidemment à questionner et à discuter au sein de ces COTER. Et nous mettons en place un certain nombre de ressources également. Je termine. Donc sur la manière dont nous, en tout cas, on prévoit à l'école le développement des CPS. Donc l'appui sur les programmes probants, dont GBG, que je trouve particulièrement intéressant, et c'est pour ça que je voulais être présente aujourd'hui, hein, parce qu'il se situe au sein de la classe, parce qu'il vise à faire évoluer la posture professionnelle, la qualité de la relation, qui est une condition essentielle pour moi de la réussite scolaire. Donc, mais en effet, avec la problématique posée au début, c'est que les programmes probants ne peuvent pas être développés sur tous les établissements de France. Nous, on a 12 millions d'élèves, donc voilà, 12 millions d'élèves ne peuvent pas en bénéficier actuellement. Donc c'est effectivement une réflexion à avoir par le biais de séances dédiées, par le biais de séances soclées, c'est-à-dire qu'on a à la fois un objectif disciplinaire et un objectif de type CPS, et puis par le développement de la posture et des gestes professionnels de nos adultes. Voilà ce que je peux en dire.
Merci pour ces éléments, Madame B. Effectivement, de soutien et importants qui sont des leviers pour le déploiement des CPS, dont GBG. Monsieur Auvergnat, je vous laisserai le mot de la fin pour conclure effectivement au niveau de l'ARS sur ces leviers. Alors, pour essayer d'être synthétique, il faut des moyens budgétaires, il faut des compétences et il faut des modalités d'action sur le terrain qui soient réalistes et qui soient efficaces. Les moyens budgétaires, il y a un événement qui s'est passé en 2016 avec la création du fonds de lutte contre les conduites addictives, abondé par les distributeurs de tabac notamment, qui fait que du jour au lendemain, on a doublé nos moyens budgétaires sur la prévention des addictions. Ça a quand même un peu changé notre monde et on a pu investir massivement sur les programmes probants, GBG mais pas que. Donc ça c'est un premier point important. Toujours dans le volet budgétaire, c'est bien d'avoir les moyens. Il faut quand même effectivement, et je rebondis sur les propos de Mireille Carpentier, dès lors qu'on dit qu'intervenir en prévention ça demande des compétences et qu'il ne suffit plus de ramener le premier venu pour expliquer à 5 classes d'un collège réunies dans un réfectoire que fumer ça tue. Dès lors qu'on est dans une autre dimension, un programme probant, c'est long, ça demande des compétences, ça demande des moyens. Et ces compétences-là, pour les avoir sur le terrain, il faut pouvoir permettre que des gens s'investissent et se projettent. Donc ça veut dire effectivement passer par des financements par convention pluriannuelle, s'engager sur le long terme pour indiquer que ces conventions pluriannuelles seront renouvelées et que, oui, les acteurs de la prévention peuvent se risquer à embaucher des gens en CDI, peuvent investir sur leur formation et qu'on aura à proposer aux acteurs de l'éducation nationale, mais pas que, des gens compétents et qui seront à la hauteur des ambitions qu'on a avec les programmes probants. Donc ce n'est pas seulement une question de volume financier, c'est aussi une manière d'utiliser ces moyens-là de manière à structurer des compétences sur le terrain. Et on voit que dans la manière de déployer le programme, on a effectivement intégré un temps de latence entre le moment où on donne les moyens et le moment où on aura sur le terrain, de manière opérationnelle, des gens qualifiés, compétents, y compris avec un petit peu d'expérience, parce qu'on est sur des modalités d'action qui demandent de la compétence et l'expérience. Donc des moyens budgétaires, des compétences, et puis des modalités de travail en commun qui prennent du temps dans l'ajustement. Je pense qu'y compris du côté de l'ARS, on a peut-être tendance à être un peu dans la pensée magique et à dire que parce qu'on a eu la bonne idée d'utiliser le programme probant et qu'on a fait le plus dur, c'est-à-dire mobiliser des financements, dans les 6 mois qui viennent, on doit avoir des résultats sur le terrain. L'ajustement des jeux d'acteurs, l'apprentissage entre acteurs, il se fait sur le terrain, il se fait entre acteurs institutionnels. Je pense qu'on continue à se parler avec l'éducation nationale pour qu'on comprenne nos systèmes de contraintes. Voilà, je ne reviens pas sur l'actualité récente, mais évidemment qu'il y a des moments où on peut parler aux acteurs de l'éducation nationale et des moments où ils sont un peu centrés sur quelques priorités. Donc il faut aussi qu'on apprenne ces jeux-là. Pour que ça se réussisse, ça doit réussir au niveau territorial. Donc ce qu'on essaye de travailler du côté de l'ARS et en lien le plus possible avec l'éducation nationale et d'autres partenaires, c'est comment est-ce qu'à l'échelle du territoire, il y a des interlocuteurs qui sont clairement identifiés pour que les gens du terrain se parlent et construisent leurs solutions. Et pas celles qu'on fantasme, pardon. Mais c'est ça en fait l'enjeu. On a des choses qui sont un peu fantasmées de manière institutionnelle. Concrètement, un chef d'établissement, quand il s'engage dans cette démarche, parce que c'est à lui de s'engager et d'engager la communauté éducative, il acquis sur le territoire quand il a besoin de comprendre de quoi on parle, comment est-ce qu'on ajuste les choses. Et la personne qui va appeler, c'est pas le référent addiction de l'ARS, c'est son interlocuteur de proximité sur le territoire, donc il faut qu'il existe et il faut qu'il ait du temps pour ça. Merci. Et merci pour cette belle illustration de la synergie entre les acteurs à différents échelons, aussi bien au niveau national, au niveau de l'éducation nationale, Madame Bay, au niveau des financeurs, au niveau de l'ARS et au niveau des associations aussi, Mireille. Merci.